Bien, bonjour. Comme cela vous a été dit par écrit, cette année 2023 marque les 110 ans de la construction de l'hôpital Evrario et les 90 ans de son inauguration. Donc, nous étions bien placés cette année pour présenter cette conférence. Lorsqu'il fut élu maire de Lyon en 1905, Evrario engagea immédiatement une réflexion sur la construction d'un hôpital moderne pour remplacer l'Hôtel-Dieu et le vieil hôpital de la Charité. Des médecins de l'Hôtel-Dieu, pardon, dont Jules Courmont, et d'autres personnalités comme Auguste Lumière, jugeant l'établissement anachronique et inadapté à la médecine moderne, préconisaient la suppression pure et simple de ces établissements, de l'un ou de l'autre de ces établissements, voire les deux. L'hôpital idéal était alors préconisé par une médecine hygiéniste traditionnelle et qui présentait les établissements idéaux comme des établissements situés sur un vaste lieu ventilé avec des bâtiments espacés. Le site de Grange-Blanche, à l'est de Lyon, dans un territoire éloigné et quasiment rural, à l'air moins vicié, fut choisi en. Bien sûr, il y eut des réticences d'abord en opportunité. Le projet suscita, à titre principal, trois séries de réserves. D'une part, le projet visait, après création de l'Hôtel-Dieu, à supprimer, comme je vous l'ai dit, l'Hôtel-Dieu qui est sur le quai Jules Courmont, actuel. À l'époque, il ne s'est pas appelé encore Jules Courmont. La décision prise par le conseil municipal en juin 1909 dans ce sens-là heurtait bien des Lyonnais et une large part du corps médical. Le ministre des Affaires culturelles, en réponse, décida de classer l'Hôtel-Dieu et ce serait par conséquent l'hôpital de la Charité qui serait démoli. Vous voyez ici un plan ancien de l'hôpital de la Charité. Mario sauva le clocher de la chapelle, attribué peut-être flatteusement au Bernin. L'hôpital de la Charité sera désaffecté à partir de 1921 et détruit en 1934. Il faut dire que Edorario eut beaucoup d'adversaires. C'était une époque, comme vous le savez, anticléricale et par conséquent, sauver le clocher, ça ne plaisait pas à sa majorité. Le site choisi pour le nouvel hôpital se trouvait à l'écart du centre-ville. Vous avez sous les yeux un plan antérieur à 1916. On voit d'ailleurs, on voit peut-être pas très bien ici, mais le cours du Midi, le cours Napoléon, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça le cours de Verdun, où résidaient les médecins. Alors, on voulait bien éloigner les malades de la ville, mais on ne voulait pas éloigner les médecins euh, de leur lieu d'affectation. Ça, c'était une autre réticence venait de la perspective des dépenses à engager et elle suscitait des craintes des administrateurs et du corps médical. Ensuite, il y a eu des réticences sur le parti architectural qui était pressenti. Des hospitaliers commençaient à s'intéresser à l'hôpital monobloc, concept apparu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Vous avez ici une vue de l'hôpital Bellevue. L'hôpital monobloc offrait bien des avantages, en particulier des liaisons plus rapides entre les services et des coûts d'exploitation moins élevés, notamment en matière de personnel. Alors nous avons eu en France Beaujon et Clichy, qu'on voit ici, Beaujon à Clichy, ça date de 1935, et on a rapidement constaté que le personnel ne s'y trouvait plus dispersé dans des services, dans des pavillons éloignés les uns des autres. En plus, l'évolution technique de construction avec le béton armé permettait de meilleures isolations et rendait ainsi caduc l'argument selon lequel il fallait isoler les contagieux dans des pavillons séparés. Mais le projet
de Tony Garnier, qui était l'ami du maire et qui avait été recommandé au maire par son prédécesseur, Victor Gagnère. Le projet de Tony Garnier s'inscrivait dans le mouvement des cités-jardins, qui favorisait la circulation de l'air, l'espace, la lumière. Et les hôpitaux pavillonnaires restaient perçus comme des espèces de machines. La médecine pasteurienne à l'époque venait compléter la compréhension des maladies contagieuses et c'est des moyens pour les prévenir. Merci. Oui, il ne faut pas parler trop près du mur. Et c'est des moyens pour les prévenir. Après 6 tentatives, Tony Garnier obtint enfin le droit de conquérir, obtint enfin le Grand Prix de Rome, s'installa à la Villa Médicis, où il prépara son grand projet d'une cité industrielle, une sorte de cité-jardin, avec des habitats entrecoupés, des espaces verts non clôturés. Parmi les principes qu'il allait appliquer à Grange-Blanche, on voit ici l'un de ses dessins, parmi les principes qu'il allait appliquer à Grange-Blanche, il y avait celui d'un urbanisme raisonné, des formes simplifiées, horizontales et équilibrées, avec l'harmonie de la nature. L'ornementation inutile est prescrite. Les bâtiments devaient garder des formes cubiques, orientées pour le meilleur enseignement possible vers le sud, et on retrouvera ces principes dans le projet de Grange Blanche avec le souci des formes métriques qu'on constatera sur les plans qui seront présentés. Alors sur Grange Blanche, le maire dira plus tard que cet hôpital fut sa grande pensée. Les travaux commencèrent en 1913 sur un devis initial de 13 millions de francs pour 1200 lits répartis sur 24 pavillons. Les 1200 lits étaient prévus de la sorte: médecine 360, contagieux 150, chirurgie 370, gynéco 42, maternité 84, ophtalmo 64, dermato et voies urinaires 128. La structure de l'ensemble devait rester simple, avec des lignes géométriques, sans surcharge de décor. La diversité étant créée par le jeu des coupes et des corps de bâtiments de 2 niveaux, ouverts, comme on l'a dit, en direction du sud. Un réseau de galeries souterraines reliant les bâtiments sur 2,5 km assurait les fonctionnalités des communications, regroupait les canalisations et les câbles, dont les tubes pneumatiques qui étaient installés à l'époque systématiquement et qui remplaçaient, que remplacera peut-être l'Internet, mais qui était fort pratique à l'époque. Les toitures terrasses, quelques aventures en forme de bow window et des pergolas surmontaient les baies. Ou encore, les entrées étaient précédées d'un degré à 4 ou 5 marches, souvent flanquées d'une pergola et de jardinières. S'y ajoutait sur les façades une pierre en saillie aux angles supérieurs des bâtiments, travaillée avec un marteau qu'on appelait le sans-dents. C'était un marteau muni de dents en acier. Alors sur la photo, vous avez le petit marteau qui est un 25 dents, le grand qui est un 64 dents. Et j'ai demandé à un entrepreneur si on avait encore des 100 dents. Il m'a dit non, c'est trop lourd. Alors il vaut mieux taper avec le petit qu'avec le gros. C'est devenu trop lourd. Bon. Mais c'était à l'époque le marteau à 100 dents. Et si vous allez à Rio, vous regardez un peu les bâtiments aux angles, vous verrez ces pierres en saillie. Alors, de l'identité végétale d'origine, il ne reste plus grand-chose et elle est difficile à voir parce que au fil des décennies, des remplacements ont été nécessaires, des arbres ont été plantés, d'autres sont morts et il ne reste plus grand-chose sinon un arbre de Judée et un gilgao qui est devant l'un des pavillons. Le président de la République, Raymond Poincaré, posa la première pierre en 1913 et les travaux furent interrompus au début de la Grande Guerre. Il reprit avec des prisonniers de guerre allemands et autrichiens
Également des soldats français blessés, soignés, mais jugés inaptes à rejoindre le front et sans emploi. Une rémunération était servie à ces travailleurs, qu'ils soient français ou allemands. Sur cette photo, qui est prise dans le camp de Vénissieux, on voit ces prisonniers qui travaillaient pas seulement sur l'hôpital de Grange-Manche, mais ils travaillaient aussi à Vénissieux donc, sur le stade de Gerland. Ils étaient répartis dans toute la ville de Lyon, et cela selon une convention signée avec les autorités militaires en 1915. Donc les prisonniers recevaient 35 centimes par jour, dont 15 pour redevance à l'État et 20 centimes pour eux. Les autres prisonniers étaient affectés aux des tâches d'agriculture, usines, gares et, comme je vous l'ai dit, le chantier de Grange Blanche se déploya pleinement à partir de 1920. Le président de la République, Albert Lebrun, visita l'hôpital le 12 mars, puis le maire de Lyon, Édouard Herriot, l'inaugura le 14 juillet, 3 jours avant l'admission des premiers malades. Les emplacements et les capacités variaient. Du devis initial de 13 millions de francs pour 24 pavillons, on atteindra une dépense de 206 millions pour 30 pavillons. Donc 13 millions, 206 millions. On connaît bien ces augmentations, surtout qu'on a travaillé dans l'administration et les travaux. Les devis initiaux ne sont jamais respectés. En 40 ans d'hôpital, je n'ai jamais vu un devis initial de respecté. Donc là n'est pas une chose. Donc on voit que 2723 lits en 53, 2684 en 70, 2800 en 1978. Et si l'on faisait le compte aujourd'hui, je pense qu'on arriverait encore à un autre chiffre. Le 29 mai de 1935, l'hôpital reçut le nom d'Édouard Herriot. En pratique, la nouvelle appellation ne fut guère utilisée de façon courante qu'après 1945. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'Herriot, on dit HEH. Vous avez ici la statue ou le buste d'Herriot qui est situé devant le pavillon de l'hôpital Herriot. Le pôle hospitalier pensé par Herriot et Tony Garnier ne pouvait être complété que par un institut de formation, une université, sur les lieux mêmes de l'hôpital ou à proximité immédiate de l'hôpital. Sur cette image, vous avez la photo le buste de Tony Garnier qui est dû à Louis Prost. Donc, il fallait à proximité de l'hôpital universitaire. Et c'est la faculté de médecine et de pharmacie de Grange Blanche, ainsi que l'école de formation aux soins infirmiers, l'académie étant Paul Bellemin. La faculté et l'école ont repris le style architectural de l'hôpital, comme les frises sur les corniches, formées par des rectangles emboîtés qui rappellent celles de l'hôpital voisin. Une galerie souterraine reliait l'hôpital à l'époque à la faculté, facilitant ainsi les relations entre les soins et l'enseignement et avec l'Institut médico-légal. Or, cette galerie a été créée lorsque la construction du métro a été ouverte en 1991. C'est-à-dire que les constructeurs du métro se sont trouvés nez à nez avec cette galerie et personne ne se souvenait, semble-t-il, qu'il existait cette galerie. Elle a donc été fermée. Il ne faut pas oublier que le doyen Jean Lépine et Alexis Carrel furent à l'origine du don de la Fondation Rockefeller qui permit la construction de la faculté de médecine. La Fondation la Fondation Rockefeller a très largement participé au financement de la faculté de médecine, actionné en cela par Alexis Carrel, qui n'a pas été rancunier envers la ville de Lyon, les hôpitaux de Lyon, avec lesquels il avait eu des démêlés qui l'ont amené à s'expatrier aux États-Unis. Donc les bâtiments portent le nom de Rockefeller
en hommage à John Davidson Rockefeller et sa fondation qui a permis la construction de la faculté et de l'école. Quand des transformations structurelles ont naturellement eu lieu, puisque l'afflux des malades et la multiplication des chefferies de service a très rapidement rendu caducs les lancements voulus par Tony Garnier. Ainsi, les pavillons qui ne devaient contenir chacun qu'un seul service furent rapidement divisés en deux, avec un service par niveau, et puis quelques pavillons ont obtenu un troisième niveau, alors qu'au départ, ça devait être limité à deux niveaux. Par ailleurs, la désignation de certains pavillons ont changé. Ainsi, le professeur Paul Santi officiait dans le pavillon haut. Et pendant des années, les regards admiratifs des Français, des Lyonnais certes, mais aussi des Français, s'étaient tournés vers ce célèbre pavillon haut, le pavillon dit des enfants bleus. En 1945, Pierre Vertemer a fait de même, a changé de pavillon en amenant avec lui, en passant du pavillon G au pavillon F et en emmenant avec lui son numéro. Bien que l'hôpital continue à remplir pleinement sa mission, auréolé de quelques-uns des plus grands noms de la médecine, son évolution devait s'avérer nécessaire pour se mettre aux normes de la modernité. L'administration des Hospices civils de Lyon s'était interrogée sur le devenir d'un établissement qui souffrait de la dispersion, comme je vous l'ai dit en début, à cause de son système pavillonnaire, et qui souffrait aussi des dépenses excessives engendrées par cette situation. Des travaux de rénovation avaient bien été entrepris, mais au coup par coup, sans plan d'ensemble, pour une restructuration ambitieuse. Mais quel avenir pour cet établissement à forte valeur patrimoniale et qui était cher aux Lyonnais. Le plan directeur de l'architecte Eugène Gachon en 1978 avait prévu de réduire la capacité de 2800 à 1500 lits. Un plan Gachon, un deuxième plan Gachon en 1988 avait prévu l'abandon du site, mais tout ça, ça ne plaisait pas, avec la suppression d'un certain nombre de services. Ensuite, il y a eu le projet de Michel Noir, qui visait à supprimer une partie de l'hôpital Édouard Herriot et à rapatrier les services sur d'autres établissements. Tout ça ne convenait pas, tout ça ne plaisait pas, et tous ces projets ont été abandonnés les uns après les autres. Et puis, un grand plan de modernisation a été lancé en novembre 2006 avec la démolition possible de quelques pavillons à condition qu'ils fussent autorisés par l'État. On était en zone classée et Rio avait ses monuments classés, un certain nombre de bâtiments classés. Alors, le maire de Lyon, Gérard Collomb, soutenait ce projet et les Hospices civils de Lyon avaient à l'époque un directeur général qui a mis tout son poids dans la balance pour faire approuver ce nouveau projet estimé à 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble des Hospices civils de Lyon. Pour Herriot, une première phase a concerné le plateau technique, les lits de soins critiques comme la réanimation, les soins intensifs, la surveillance continue, les urgences et les activités d'anesthésie-réanimation. C'était la première phase. La deuxième phase prévoit la fin de l'éclatement de certains services et la construction de 2 bâtiments de 15 000 m² et de 20 000 m² après des démolitions, comme on l'a dit, de quelques pavillons. La ville de Lyon, le Grand Lyon, l'État et les Hospices civils de Lyon se sont engagés chacun pour un financement à hauteur de 40 millions. Donc sur 1,5 milliard, donc 40 millions, 4 fois 4, 16, il y avait 160 millions pour l'hôpital Édouard Herriot sur
sur le milliard et demi concernant l'ensemble des hospices civils. Pour terminer, avec beaucoup d'avance finalement, Rémi Collin m'avait demandé de réduire mon exposé qu'il estimait trop long. Finalement, il n'aurait pas été trop long. Là, je vous ai supprimé au moins une dizaine de diapos. Tant pis, la prochaine fois, je garderai mon exposé tel que je l'avais prévu. La chapelle de l'hôpital Édouard Herriot ne faisait pas partie des projets de Tony Garnier, parce que Tony Garnier était un libre penseur et par conséquent, il ne fallait pas lui parler de chapelle. C'était pas dans ses idées. Et une partie du conseil municipal était opposée à cette dépense. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions à une époque relativement, voire très anticléricale, et Édouard Herriot, qui lui-même était libre penseur, était un homme de dialogue. C'était un humaniste, un homme de dialogue, et qui a parfaitement compris que on ne pouvait pas construire un hôpital employé des sœurs si on ne leur donnait pas. Et il a objecté cela à son conseil municipal. Déjà, il avait été, il y avait eu des disputes pour le maintien du clocher de l'hôpital de la Charité. Il y a eu à nouveau un conflit au sein du conseil municipal, les gens de la majorité des Rio se dressant presque contre le maire à cause de cette nouvelle affaire de religieuse. Et le maire objecta qu'on ne pouvait pas garder du personnel religieux. À l'époque, les sœurs étaient payées 45 francs par an. Alors, je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui en euros, mais ça fait pas lourd. Et sans donner à ces religieuses, au moins en contrepartie, le moyen de remplir leurs devoirs religieux. Et on dénombrait à l'époque 230 sœurs dans les services d'hospitalisation. Ça méritait quand même un peu de considération pour les services qu'elles rendaient. Je me souviens, lorsque j'ai commencé ma carrière aux Hospices de Lyon, le monsieur Verret m'a dit, je viens d'autoriser Sœur Coquille, elle s'appelait comme ça, à prendre sa reposance. Elle me l'a demandé, elle le méritait bien. Elle a 93 ans. Oui, c'était pas la retraite à 64 ans à l'époque, hein. Non. Donc, on a maintenu le projet de la chapelle et il a été construit par un élève de Tony Garnier qui, lui, n'était pas libre penseur et qui a accepté de faire ce travail. Alors, quand on rentre dans la chapelle, vous avez une mise au tombeau qui est l'œuvre du sculpteur lyonnais Georges Salandre et qui orne le fronton du portail d'entrée. À l'intérieur, nous avons des vitraux colorés, non figuratifs dans la coupole, qui assurent l'éclairage avec un éclairage zénital au déambulatoire. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir cette chapelle, il lui arrive de temps en temps d'être ouverte et c'est tout à fait intéressant, à voir. Ça ressemble un peu à un baptistère italien, si vous voyez un petit peu l'architecture de ce type de monument. Enfin, le chœur est orné d'un Christ monumental qui a été sculpté par Georges Salandre, toujours Georges Salandre, celui qui a fait le buste d'Herriot que vous avez vu tout à l'heure devant le pavillon d'accueil de l'hôpital. C'était le grand sculpteur à l'époque. Et la chapelle de l'hôpital Édouard Herriot a été inscrite aux monuments historiques en 2067. Pour le reste, les cloches de l'hôpital Édouard Herriot ont été baptisées par le cardinal archevêque de Lyon. Et la marraine, alors nouveau grincement de dents des anticléricaux, la marraine de la cloche principale du Bourdon était Blanche Herriot, la femme du maire. C'était, notre cher Édouard Herriot insistait. Alors pour le reste, donc l'hôpital, la trame, des voies, la topographie, le réseau souterrain euh, qui subsiste aujourd'hui. Je ne parle pas de la galerie qui passe sous le métro. Les éléments d'architecture qui agrémentent tout cela ont été classés, en 2006 aux monuments historiques. J'en ai fini et je vous remercie pour votre écoute.
Voilà.